Bon, je suis en principe quelqu'un d'assez improbable, qui n'aurait peut-être pas dû être ici, à plus d'un endroit, parce que je suis d'une origine extrêmement modeste, ce qui ne m'humilie absolument pas. Il n'y avait pas d'universitaire dans la famille. Mon papa est mort alors que j'avais 8 mois, donc je ne l'ai pas connu. Il était ouvrier plombier zingueur. Et maman, qui à l'époque n'avait pas de formation particulière, a repris des études d'infirmière pour assurer l'absence de revenus que le décès de papa entraînait. Et j'ai donc été élevée essentiellement par ma grand-mère et par mon parrain, qui était mon oncle, qui était instituteur. Et j'étais élevée à la campagne, avec beaucoup de plaisir. Donc, même à l'école, on faisait pas mal de leçons sur le terrain, si je puis dire. Si on faisait de la géographie, on allait dans le bois. Si on faisait de l'histoire naturelle, on allait voir les animaux. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à crapahuter dans les bois autour du village, à patauger dans la rivière pour trouver des tritons. Et pendant toute mon enfance, j'ai ramené à la maison pour un certain temps, parce que généralement, je les libérais après un certain temps, toute une série d'animaux, notamment un bébé pie, dont j'ai un souvenir très vif, parce qu'elle avait la cage comme maison, je dirais, mais elle sortait. Et elle allait se nourrir notamment des cerises qui s'épanouissaient sur le cerisier du voisin. Et puis elle rentrait près de moi. Je la paie avec une aiguille. Donc en faisant briller une aiguille, elle était attirée par l'éclat du métal et elle rentrait. Donc une enfance, tout ce qu'il y a de paisible. On avait des ruches aussi. Et j'ai des souvenirs très nés de périodes très contemplatives alors que j'étais toute petite. Il y avait deux situations dans lesquelles je me plaisais particulièrement. J'emmenais un passet à traire que je posais dans le jardin, à côté, au milieu des glaïeuls, qui sont des plantes très hautes. Et donc, dans les fleurs, je m'asseyais, on ne me voyait plus. Et je pouvais regarder tout à l'aise tout ce qui se passait, tous les insectes, les oiseaux, enfin, tout ce qui était à portée. Ou alors, j'allais dans la cabane à outils de ma voisine, des jours de grosse pluie, puis je restais assise à regarder tomber la pluie avec un chat sur les genoux. Donc les souvenirs que j'ai ne sont pas des souvenirs constructifs au sens habituel du terme, mais plutôt des souvenirs d'écoute, de réception, tout à fait paisibles. Alors après cela, en école primaire, je rêvais d'aller à l'académie et d'apprendre à dessiner. J'aimais beaucoup l'idée de peindre ou de dessiner, mais à l'époque, pour les jeunes filles, m'a-t-on dit, ce n'est pas bien du tout comme milieu. On n'a pas voulu que j'aille à l'académie, et donc j'ai fait des études classiques, des humanités classiques. Mais j'ai toujours vu avec beaucoup de plaisir cette espèce de retournement des choses qui fait qu'à un moment donné de ma vie, c'est l'académie qui est venue me demander de donner des cours. Donc on ne m'a pas laissé entrer par la porte, je suis rentrée par la fenêtre, mais finalement la boucle était bouclée. J'ai toujours pas mal d'amis artistes et peintres, et si même moi-même je ne produis rien, sauf parfois des dessins pour mon plaisir, c'est quelque chose qui s'est accompli autrement, disons. Alors, les études, c'est encore un labyrinthe de bifurcation. D'abord des humanités classiques, démarrer vers les latins grecs, et ça marchait très bien et j'aimais beaucoup. Mais je voulais aussi faire des sciences. Depuis le début, j'avais le goût des sciences. J'avais même songé à un moment faire les sciences naturelles comme études. Et je crois que si, à l'époque où j'ai commencé mes études, j'avais su que l'éthologie allait s'imposer, j'aurais sans doute bifurqué dans cette direction-là. Mais voilà, en humanité, on ne pouvait pas faire des sciences et du grec. J'ai donc été obligée de lâcher le grec à mon corps défendant. J'aurais vraiment voulu continuer. Et j'ai bifurqué vers les latins sciences. Et puis, à la fin des latins sciences, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais attirée par des tas de choses différentes. La médecine, le droit. Là, les services d'orientation m'ont tout de suite déconseillé le droit en me disant que je serais plutôt
du style à me placer du côté du banc des condamnés que du côté de la justice. Donc, bon, j'ai laissé le droit, et puis j'avais pas de personne de la famille qui était engagée dans cette voie, donc on me l'a vraiment vivement déconseillé. Et alors, entre la médecine et les lettres, j'aimais beaucoup la philo, j'écrivais déjà à l'époque un petit peu, et donc c'est maman qui m'a dit, et j'étais une fille très obéissante à l'époque, fais les lettres, après on verra. Pour mon malheur, parce que les lettres menaient à l'enseignement, et je voulais pas être enseignante. Donc encore une fois, une contradiction. Donc après les lettres, quand même, après avoir fait un mémoire sur un sujet que je n'avais pas choisi, le mythe de l'Asie dans l'œuvre d'André Malraux, je me suis retrouvée avec un désir très vif de faire de la recherche, mais c'était déjà la première crise de la recherche à l'époque, et il n'y avait absolument aucune possibilité. Donc j'ai travaillé un moment dans l'édition, à la direction littéraire des éditions Marabout en l'occurrence, ce qui était un travail intéressant, abominablement sous-payé, et très fatigant parce que ça se passait à Bruxelles, j'étais pas motorisée, donc il fallait que je parte très très tôt de chez moi, je rentrais très tard de chez moi, et tout se passait difficilement dans la mesure où les éditions Marabout faisaient alors l'objet d'une tentative de reprise par Hachette. Et donc j'ai pu expérimenter sur place les modes contemporains de la censure, parce que Marabout avait décidé d'éditer un livre sur le génocide arménien. Et en même temps, Hachette essayait d'implanter, via ses banques de financement, d'implanter des choses en Turquie. Et donc très très vite, nous est venu le mot d'ordre de « Ah non, le génocide arménien, vous oubliez. Sinon, rétorsion assurée ». Et on n'a pas oublié, on l'a fait ce livre. Et effectivement, dans les mois qui ont suivi, Marabout a été repris. Il n'avait plus d'aide bancaire, Hachette a pu mettre la main dessus, supprimer les collections Marabout Université, supprimer les collections les plus intéressantes pour mettre uniquement à l'avant-plan des collections pratiques. Et quelques fonds d'éditeurs, parce qu'en fait, ce qu'ils visaient, c'était récupérer les fonds des tout premiers livres de poche. Les premiers livres de poche ont été inventés par Marabout. Et donc, nous avions pas mal de fonds de manuscrits, et c'était ça, évidemment, qui les intéressait. Donc voilà, un bref passage dans l'édition. Et puis j'ai bien dû bifurquer vers l'enseignement secondaire. Tout en restant un pied dans l'université, parce qu'ici à Liège, on avait cette particularité qu'on a toujours d'engager des gens qui avaient le titre d'assistant volontaire, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les devoirs et aucun droit. Pour obtenir le poste, il fallait sélection facultaire, des choses de ce genre. Donc j'ai obtenu ce poste, qui est généralement occupé très très brièvement par les personnes qui l'ont, mais je travaillais en même temps dans l'enseignement secondaire. Et ce poste d'assistant volontaire, je l'ai tenu 12 ans, ce qui est un peu un record, sans être payé, en travaillant par ailleurs dans l'enseignement secondaire d'abord, puis dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur artistique non universitaire. Et donc là, j'ai accumulé des expériences, et finalement, c'était de bonnes expériences. Parce que dans l'enseignement secondaire, j'étais confrontée à tous les niveaux de classe. Depuis les premières années dans des lycées UP, où je découvrais atterré des petites étudiantes de 12 ans, très studieuses, qui venaient me voir en me disant « C'est quand même mieux, madame, l'enseignement secondaire, parce qu'au moins chaque professeur sait de quoi il parle. » Alors quand vous vous trouvez devant ce type d'étudiants à 12 ans, quand même, ça donne à réfléchir. Et par ailleurs, j'ai traversé toutes les étapes que peut traverser un étudiant. Toutes les années, je les ai faites un peu dans d'autres écoles aussi. J'ai eu des étudiants en menuiserie, en ébénisterie, vraiment un peu dans tous les domaines, et c'était tout à fait passionnant. Et là où je suis restée le plus longtemps, j'avais des étudiants qui faisaient des techniques ou des professionnels, informatique, comptabilité, secrétariat. Donc, c'était pas des étudiants qui avaient des ambitions énormes sur le plan de leur réalisation intellectuelle, je dirais. Mais j'ai découvert à quel point ils étaient passionnants sur le plan humain. Les comptables, par exemple, avaient une sensibilité sociale absolument extraordinaire,
qu'on n'attendait pas nécessairement chez ces étudiants-là, alors que les étudiantes en secrétariat étaient beaucoup plus conformistes. Mais comme on mêlait les classes, ça n'était pas vraiment un problème. Et là aussi, avec eux, j'ai fait des choses qui décoiffaient un peu dans les écoles de l'époque. Je les faisais aller au théâtre, mais avant qu'ils n'aillent voir un spectacle, je faisais venir les comédiens, puis les metteurs en scène, qui venaient leur présenter leurs projets, qui discutaient avec eux, de telle sorte que mes collègues avaient l'habitude de dire que quand on voyait un barbu traîner dans l'école, ben, c'était certainement pour moi. Et donc, effectivement, il y avait beaucoup d'échanges entre mes étudiants et le monde du théâtre, puis le monde du cinéma. J'ai créé avec eux à plusieurs reprises, avec des groupes différents, des revues, des journaux, mais toujours avec la contrainte pour eux d'en faire quelque chose de professionnel. Comme il y avait ailleurs dans le circuit des écoles d'imprimerie, ben je m'associais avec les écoles d'imprimerie. Et puis les étudiants qui faisaient des articles les voyaient vraiment publiés avec de vraies photos. Ça avait vraiment l'air d'une revue. Et donc c'était à la fois très lourd pour eux et très gratifiant. Puis j'ai même réalisé aussi avec eux un cabaret littéraire. Et là, parce que j'étais prof de français, évidemment, et là, j'avais choisi la formule du cabaret avec des étudiantes techniques, parce que dans une pièce, il y a toujours un premier rôle et des seconds rôles, et ça, je ne voulais pas. Et je me disais, là, dans la formule du cabaret, ils choisissent chacun leur mode d'expression, et chacun est la vedette de ce qu'il fait, quoi. Donc c'était très dur. Je me souviens que dans les répétitions avant la première, je serais volontiers allée me pendre tellement ça me paraissait mauvais. Mais enfin, j'ai appris depuis que c'est ainsi que ça doit se passer pour bien se passer au moment M. Et effectivement, après, ils ont fait 2 représentations tout à fait professionnelles devant un vrai public. Et ça a eu un gros succès à l'époque. Donc voilà, un prof de français un peu bizarre qui passait les nuits à peindre les décors en ayant recruté les copains qui pouvaient aider. Mais une expérience très riche qui fait que lorsque on m'a retéléphoné de l'université en me disant « Est-ce que tu viendrais encore maintenant te mettre à un doctorat ?» Mais j'ai longuement hésité. Alors qu'au départ, si on m'avait dit ça 10 ans plus tôt, évidemment, je me précipitais. Mais là, j'ai longuement hésité. Puis en fait, ce qui m'a complètement déterminée, c'était que la direction avec laquelle je travaillais dans cette école partait à la retraite. Et là, je me suis dit non, c'est pas la même direction, je vais pas avoir les mêmes droits, je ne vais plus pouvoir peut-être travailler de la même façon. Et donc, j'ai pris le risque de rentrer à l'université et d'engager un doctorat. À ce moment-là, d'ailleurs, j'ai hésité entre faire un doctorat qui soit un vrai doctorat de terrain et qui aurait sans doute été en Amérique du Nord, peut-être au Canada, parce que c'était les Amérindiens qui me fascinaient. D'ailleurs, ça se voit dans le bureau. Ils me fascinaient depuis très longtemps, jusqu'à pardonner à Curtis d'avoir remonté un peu les Indiens qui nous montraient, mais ce sont de si belles photos que bon, voilà. Donc, j'ai longuement hésité. Et puis, celui qui allait devenir mon directeur de thèse, qui est Paul-Pierre Gossiot, m'a aussi suggéré de penser au problème des enfants sauvages, parce qu'il savait depuis très longtemps que la problématique des relations homme-animal m'intéressait beaucoup. Et comme nous étions à cette époque des anthropologues insérés dans une filière de lettres, il voyait mieux le devenir d'une thèse de ce type que d'une thèse de terrain, même si lui était africaniste de terrain. Et donc voilà, je suis arrivée aux enfants sauvages en l'ayant choisi, mais avec hésitation là aussi. Et par ailleurs, en parallèle, j'ai continué à travailler sur les relations homme-animal dans la période classique, puisque je me suis lancée dans le bouquinage des grandes encyclopédies du XVIIIe siècle pour voir quelle était la place de l'animal. Et j'étais très surprise de découvrir, à l'occasion de ce qui est devenu un article Manger juste, que leur place essentielle était au niveau de la nourriture. Ce que j'avais déjà constaté pour le XVIe siècle. Parce que quand on allait voir du côté d'Aldrovand ou du côté des grands traités d'histoire naturelle de cette époque, la première rubrique qui apparaissait dans les traités d'histoire naturelle, c'était « Est-ce que ça se mange ou pas ?»
Est-ce que c'est bon ou pas? Et puis on décrivait ensuite, c'est un peu comme les encyclopédies de Borges, telles que Michel Foucault les décrit au début des mots et des choses. On est très surpris de ce qu'on trouve dans les encyclopédies. Et donc, dans les encyclopédies, je ne suis évidemment pas arrêtée à l'histoire naturelle, où là, effectivement, on retrouvait un traitement déjà plus moderniste de l'animal, mais j'ai fouillé un peu partout et j'ai découvert qu'on les trouvait beaucoup et avec le plus vif intérêt dans les sections qui avaient trait au droit. D'autant que les volumes publiés dans la grande encyclopédie de Pankouk, par exemple, qui s'étire sur, pour que je ne me trompe pas, les 50 ans au moins, ces volumes-là, les volumes de droit, étaient parus au moment de la Révolution française. Et donc, ce qui émerge à ce moment-là dans ces volumes, c'est le droit qu'on peut avoir à manger les animaux déjà, et même de manière très, très contemporaine pour nous, la question de savoir à la Révolution si manger des animaux, donc avoir des animaux d'élevage, n'est pas une perte de ressources considérable pour la plupart, puisque ces animaux d'élevage étaient réservés aux classes les plus favorisées et qu'il eût été mieux venu peut-être de faire des cultures de céréales, de légumineuses, pour nourrir un plus grand nombre de gens de manière équilibrée. On retrouve des discours de ce genre dans l'écologie contemporaine, c'est assez surprenant. Et puis, ce que cet article m'a fait découvrir aussi, c'était le monde des bouchers et l'évolution de leur place dans la société du XVIIIe siècle. Au départ, les bouchers étaient aussi ceux qui abattaient, donc l'abattoir n'était pas distinct de la boucherie, et le tout était dans les villes. Et puis très rapidement, on voit émerger le souci de les sortir des villes, un peu comme on a sorti les cimetières d'ailleurs, moins pour un souci d'hygiène que pour une crainte sociale et morale. On se disait, comme on le dira au moment de la création des premières lois en faveur des animaux, montrer cette violence en public peut avoir des répercussions sociales catastrophiques. Et donc, il faut les sortir du centre des villes. Ce sont des gens redoutables. D'ailleurs, ils étaient constitués vraiment en corporations fermées. En principe, les bouchers ne pouvaient épouser que des filles qui appartenaient à des familles de bouchers. Et d'ailleurs, il était strictement prescrit de ne jamais mettre un couteau entre les mains d'une femme. Donc on a toujours les résidus de la conception de la femme à l'époque classique, parce qu'elles ne sont pas capables de maîtriser leurs pulsions et leurs passions. Et donc, on ne sait pas ce qui peut arriver si on met un couteau entre les mains d'une femme. Donc on avait là affaire à quelque chose que je n'imaginais même pas, un statut du boucher qui était finalement assez proche de celui du bourreau, avec pratiquement un droit de main rouge. Enfin, c'était des gens peu fréquentables. Tout ça en cherchant une idée de ce que pouvaient être les relations entre l'homme et l'animal au XVIIIe siècle. Donc on est loin de ce qu'on cherche quand on trouve quelque chose. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors pour le reste, si je reviens en arrière, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait un mémoire sur Malraux, un mémoire que je n'avais pas choisi. Mais en réalité, j'ai un peu là aussi détourné mon sujet de mémoire, parce que c'est devenu le mythe de l'Asie dans l'œuvre d'André Malraux. Et finalement, le professeur qui dirigeait ce mémoire a fini par m'écrire en moitié d'année, j'ai d'ailleurs conservé cette lettre tellement elle m'a stupéfait, qu'il ne pouvait pas me suivre, il ne pouvait pas continuer à me suivre sur ce terrain, enfin qu'il me laissait totalement les coups des franges. Et en réalité, avec le recul, je me rends compte que c'est parce que j'ai essentiellement travaillé sur le mythe et qu'un de ses assistants a fini par me rappeler en toute fin d'année, vous savez, Lucienne, vous travaillez quand même sur Malraux, il faudrait arriver à le placer quelque part. En fait, ça avait été un prétexte pour moi de rencontrer toutes les grandes théories du XXe siècle sur le mythe. Et ça, c'était tout à fait passionnant, au point que je n'arrivais plus à me reporter au texte qui était celui que je devais traiter. Voilà. Avec une formation en philo-lettres, on pourrait s'étonner de me voir aujourd'hui avec une casquette d'anthropologue. Mais là aussi, je suis quelqu'un d'improbable dans la mesure où je n'ai pas vraiment de terrain.
Je ne peux pas dire ce sont, je ne sais pas moi, mes Munduruku ou mes Dogons ou que sais-je. Mais j'ai toujours considéré que pour moi, tout était terrain. Donc je me définirais plutôt comme un anthropologue tout-terrain. Ce qui m'intéresse dans la vie des gens ailleurs, c'est aussi leur rapport au vivant. Et c'est ainsi que j'arriverai assez naturellement à l'anthropologie de la nature, parce que d'abord à Audricourt et puis à Philippe Descola, en étant passé évidemment par Lévi-Strauss, déjà au moment de l'étude sur le mythe. Je me suis je n'ai pas suivi de formation serrée en ethnologie ou en anthropologie telle qu'on les conçoit maintenant, en suivant parfois un bac, souvent un master. Moi, ce parcours-là était passé par la philo et les lettres, et par la suite, j'ai repris des cours en ethnologie, en africanistique, des cours sur la magie et la sorcellerie, des cours sur les arts premiers. Et je me suis fait comme ça un petit carnet de route qui m'était tout à fait personnel. M'intéressant effectivement à l'ethnologie, mais sans jamais aller vraiment sur un terrain précis. Et à vrai dire, ça m'arrangeait relativement, parce que je craignais très fort ce que j'allais pouvoir dire aux gens que j'allais rencontrer. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner comme raison pour venir près d'eux? Alors avec le recul, bien sûr, je me dis, j'aurais parlé d'animaux avec eux, j'aurais parlé de plantes. Mais sur le moment même, ça me tétanisait complètement d'avoir à prendre la posture de celui qui vient de l'extérieur pour étudier des gens, alors que moi, j'avais envie de travailler avec des gens et j'avais pas encore trouvé le chemin pour faire ce genre de choses-là. Donc, être resté dans les textes, finalement, ça m'a bien intéressé. Et j'ai beaucoup travaillé, évidemment, sur toute l'émergence de l'anthropologie. Donc, en fait, j'ai fait de l'histoire et de l'épistémologie de la discipline à travers le terrain des enfants sauvages, en voyant comment les interrogations sur l'homme avaient bougé d'une discipline dans l'autre. Et puis, finalement, c'était constitué en discipline propre et scientifique. Ce n'est que très tardif, évidemment, mais la question sur l'homme, elle se pose dès lors qu'il y a des hommes, quoi. Donc c'est une question anthropologique qui est éternelle, je dirais, indépendamment de la discipline scientifique que constitue l'anthropologie. Par ailleurs, en même temps, j'étais entrée comme maître de conférence à l'École supérieure des arts plastiques et visuels de Mons, à l'occasion d'un colloque qui s'était réalisé ici à Liège. C'était un colloque sur la sorcellerie et la magie, en Wallonie et alentour, mais alentour étant compris au sens très large, puisque nous avions des communicants qui travaillaient sur les Papous, d'autres sur l'Afrique. Donc la Wallonie n'était vraiment qu'un prétexte pour amener et mettre ensemble des historiens et des ethnologues. Sur ce plan-là, ça a été un échec parce que les historiens ont discuté ensemble et les ethnologues et les anthropologues ensemble. Et ce dont on rêvait, c'était de les faire dialoguer. Et ça ne s'est pas vraiment fait, sauf quelques cas exceptionnels. Mais ce colloque avait été l'occasion d'inviter aussi des artistes et d'organiser une exposition qui s'appelait Le Corps sabbatique, avec des artistes de Mons qui étaient des figuratifs plutôt néo-expressionnistes, à une époque où c'était pas vraiment à la mode, hein. On était dans les années 80-85. Et c'est à partir de ce moment-là que le contact s'est noué avec cette école. Et après l'expérience du colloque et de l'exposition, le chef d'atelier de peinture, qui est vraiment devenu un ami, pour ne pas dire un compagnon de route, m'a demandé de venir donner des cours à ses étudiants. En ayant finalement les coups des franges, parce que le cours était officiellement intitulé Réflexion sur l'art actuel. J'ai trouvé que c'était un titre idiot, il n'avait pas choisi d'ailleurs lui, c'était un titre officiel, parce que l'art actuel, qu'est-ce que c'est? Tout art est actuel, enfin il est anachronique par définition, tout en ayant des racines contextuelles importantes. Et donc moi j'en ai fait un cours de réflexion actuelle sur l'art, ce qui me permettait de débarquer dans l'atelier de peinture et de sculpture avec tout ce que les sciences humaines et la philosophie avaient pu apporter au domaine de la réflexion sur la création.
jusque et y compris le fait que si la beauté et le façonnage d'objets existent partout, le terme art n'existe pas partout, le terme création n'existe pas partout, et j'ai continué à travailler dans ce sens en dessoudant les grands concepts prétendument universalistes et qui me paraissaient extrêmement ethnocentrés. Et donc repartir avec les étudiants sur des bases plus pragmatiques, plus concrètes. J'ai fait 2 années de suite un cours sur le corps vivant et ses rapports avec la création artistique, puis un cours sur le corps mort, avec visite avec leur chef d'atelier dans un laboratoire d'anatomopathologie, ce qui m'a assez impressionné aussi parce que je me disais, ah, je fais un cours sur le corps mort, mais est-ce que je vais pouvoir l'encaisser, le corps mort découpé? Et puis finalement, ça s'est très bien passé, par une très grande fascination vis-à-vis du visage de la personne dont on faisait l'autopsie. C'était une femme et elle avait un très très beau visage qui me faisait penser au masque Léga, très serein. Et donc j'ai très bien supporté ce contact que je ne pouvais pas rater puisque j'avais mes étudiants dans la salle. C'était très important. Voilà.